Je suis Félicien Boiron, je suis doctorant en sciences politiques, je travaille sur la gratuité des transports en commun depuis un peu plus d'1 an. J'ai fait mon stage de M1 sur ce sujet-là, j'ai fait un mémoire dessus en M2, et puis maintenant je fais une thèse également sur ce sujet-là. Je voulais m'ouvrir les possibilités pour continuer dans la recherche, et je suis ingénieur à la base, et donc souvent on s'intéresse à des sujets un peu techniques, et puis la gratuité des transports en commun c'est un sujet donc, qui était déjà assez prégnant dans les médias, qui se développait, et qui surtout avait l'intérêt de montrer des confrontations assez importantes entre plein d'acteurs. La gratuité des transports en commun, ou plutôt la gratuité totale des transports en commun, ça a commencé à émerger en fait dans les années 1960 aux États-Unis d'Amérique, et c'est venu en France que 10 ans après, 1971, avec Compiègne, Colomiers, enfin des petites villes. Et puis jusqu'aux années 2000, en fait, c'était vraiment que dans des petits réseaux où on en a peu entendu parler. Et on a un peu la première grosse ville qui passe à la gratuité, enfin grosse ville, 100 000 habitants avec Aubagne en 2009, qui change un peu le paradigme, ou en tout cas qui ouvre une autre voie. Puis après, il y a d'autres villes qui en font le relais, Dunkerque en 2018, et puis là, Montpellier en 2023, qui ont fait ces choix-là et qui les ont aussi beaucoup promus. Montpellier, c'est la ville d'actualité de la gratuité totale des transports en commun. C'est quelque chose qui en fait est pas si récent que ça, parce que ça a été proposé en 2008 par Jacques Domergue, un candidat de l'équivalent des Républicains, l'UMP, qui n'avait pas été élu, mais qui avait fait face à une assez grande opposition des socialistes. Et en 2020, c'est cette fois-ci le socialiste Michael Delafosse qui l'a proposé. Et ce qui est assez inédit, c'est que c'est la plus grande ville en France qui se dirige vers cette gratuité totale, donc à environ 500 000 habitants, et c'est aussi une ville où il y a des transports en commun qui sont des trams. Tous les autres réseaux en France, presque, c'est surtout des bus, et c'est devenu donc le plus grand réseau français sur ce sujet-là. Il se revendique également comme le plus grand réseau européen. Il y a Tallinn qui est aussi une autre grande ville en Europe, et puis il y a aussi le Luxembourg qui sont passés à la gratuité totale en 2020. La gratuité, là quand je parle de la gratuité, en fait il y a souvent une ambiguïté, c'est peut-être l'occasion d'abord de revenir là-dessus, mais dans la tarification des transports, on a souvent plein de gratuités dont on ne se rend pas compte. On a souvent la gratuité pour les tout jeunes, les moins de 4 ans, moins de 3 ans, des choses comme ça qui sont pas questionnées. Et dans la majorité des réseaux français, il y a presque tout le temps des gratuités. Par exemple pour les personnes en situation de handicap ou leurs accompagnants. On a parfois pour des seniors qui sont aussi sous critères de revenus. Puis par exemple à Paris, on a la gratuité pour les Parisiens et Parisiennes de moins de 18 ans qui est proposée par la ville et pas par la région qui gère les transports en commun. Donc on a toute une gamme ciblée de tarification, aussi parfois selon les revenus. Et puis c'est un peu aussi la différence entre la tarification sociale, où on fait une tarification en fonction d'un individu, donc de ses caractéristiques, son âge, sa situation, est-ce qu'on est en emploi, est-ce qu'on est étudiant, ce genre de choses. Il y a des tarifications solidaires où c'est plus en fonction d'un groupe, d'une famille, d'un foyer. Par exemple, on a une loi dans les années 2000 qui impose qu'on ait des gratuités, enfin des tarifications ciblées avec des réductions d'au moins 50% par exemple pour certains publics. Ça soulève aussi des questions parce que on peut avoir une personne qui est étudiante mais qui pour autant a beaucoup de moyens, ou qui à l'inverse c'est une personne qui est étudiante et qui a peu de moyens, et il peut y avoir une personne dans un foyer familial qui habite pas avec les autres et qui reçoit peu d'argent et qui a pourtant un quotient familial important. Donc dans les deux cas, on a des situations un peu de bord, et dans presque tous les réseaux, on a ces tarifications sociales ou solidaires qui sont mises en place. La gratuité des transports en commun, c'est aussi mentionné comme un élément qui serait bon, une politique sociale. Ça va dans la lignée de ces gratuités partielles, ces tarifications ciblées où on n'a pas le même tarif quand on est étudiant, ce genre de choses. Et là, on aurait cette fois-ci une universalité. Pour tout le monde, toujours la même tarification, à savoir la gratuité. C'est quelque chose qui est aussi critiqué parce que certaines personnes disent que on a tout un tas de personnes qui seraient capables de financer les transports, qui peuvent payer, et on se prive de ces ressources-là qui permettraient d'avoir d'augmentation d'offres ou des tarifs encore plus faibles pour certains. Si on se place avant la gratuité, on a une majorité de personnes qui prennent les transports en commun qui sont des captifs. Les captifs, c'est les personnes qui en fait n'ont pas le choix de prendre les transports en commun. Ils ne sont pas motorisés, ils n'ont pas d'autres alternatives, ce genre de choses qui fait qu'ils sont dépendants des transports en commun. Sur toutes ces personnes-là, il y en a aussi qui n'avaient pas d'abonnement et qui pour autant étaient quand même captifs. Quand on a une tarification sociale, quand on doit faire des démarches, etc., on a une grande partie des personnes qui pourraient prétendre à ces aides mais qui ne les ont pas. 50% des personnes, par exemple à Lyon, qui pourraient avoir la gratuité parce qu'ils sont bénéficiaires du RSA, ne font pas les démarches. Alors, il y a plusieurs hypothèses qu'on peut dire. Soit
Ils n'ont pas besoin de ça parce qu'ils ont d'autres modes de déplacement ou parce qu'ils se déplacent à pied, ils ont tout ce qu'il faut dans leur quartier. Soit ils n'arrivent pas à faire les démarches, ils ont peur d'être stigmatisés, tout un tas d'éléments comme ça. Avec des gratuités ciblées, on a encore des démarches et on ne résout pas ces questions du non-recours, on appelle ça le non-recours. Avec la gratuité totale, quand il n'y a plus de démarches, le non-recours il est supprimé et on arrive à atteindre aussi ces populations qui sont sûrement les plus en difficulté. Donc on cible en fait un public plus large qu'avec les transports en commun classiques parce qu'on a des non captifs et on offre un mode de transport apaisé, des démarches plus simples à des personnes qui sont les plus précaires. Donc la gratuité, c'est un élément qui est souvent mentionné dans les contextes des campagnes municipales. Si on regarde par exemple les pics médiatiques, à quel moment la gratuité est le plus mentionnée dans les médias, on voit très clairement qu'on a aux alentours des élections municipales des pics importants. Et c'est quelque chose qui est donc mobilisé, on le dit souvent par exemple par l'opposition, dans plein de villes, on a la gratuité qui est mentionnée par exemple par une frange d'extrême gauche des candidatures. Et c'est souvent dans ces contextes électoraux qu'on a aussi d'autres enjeux, parce qu'on se dit, est-ce que si la gratuité était décidée par quelqu'un, et qu'on a une opposition après qui vient prendre la majorité, est-ce que ça change ou pas? Globalement, en général, la gratuité, elle survit à l'alternance politique. La majorité du temps, quand est-ce qu'elle disparaît, c'est lié à l'incorporation dans un territoire plus grand. C'est-à-dire qu'on a des intercommunalités qui peuvent parfois évoluer. Quand j'ai fait mon mémoire, je me suis intéressé à deux cas un peu spécifiques et assez différents. Mulhouse, où je suis né, où j'ai grandi, et Lyon, où je faisais mes études. À Mulhouse, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a un cas qui est assez rare, ou en tout cas qui est intéressant, c'est que la majorité à la ville, elle est un peu dans des tensions avec l'agglomération. Et donc au début de mandat, en fait, c'était l'opposition de la ville de Mulhouse qui faisait partie de la majorité de l'intercommunalité. Et l'opposition à la ville de Mulhouse, elle a soutenu une gratuité totale des transports en commun durant la campagne. Elle est arrivée deuxième. Et la personne c'est Michel Lutz, qui était déjà maire de Mulhouse, elle a voulu une gratuité seulement pour les plus de 65 ans. Alors il faut savoir que les transports en commun, c'est donc quelque chose qui est géré presque tout le temps par les intercommunalités. Et donc elle avait en soi pas la compétence d'imposer cette gratuité pour les plus de 65 ans pour les Mulhousiens et Mulhousiennes. Elle a donc dû négocier avec l'agglomération pour essayer de voir comment est-ce qu'elle pouvait en fait rembourser les abonnements des Mulhousiens et Mulhousiennes de plus de 65 ans. Et c'est intéressant de voir justement ces jeux pour essayer de voir quel est le coût de ces abonnements. Moi, quand je me balade, quand je discute ou n'importe quoi, quand j'ai rendez-vous n'importe où, qu'on me demande ce que je fais, je dis que je travaille sur la gratuité des transports en commun. Un truc qu'on me répond très souvent, c'est la gratuité n'existe pas. Soit on paye avec la poche d'usager, soit avec celle de payer les impôts. Et donc, qu'est-ce qu'il en est réellement? De toute façon, il y a toujours quelqu'un qui paye, etc. Le financement des transports en commun en France, c'est pas les usagers et les usagères, majoritairement c'est les entreprises. Il y a ce qu'on appelle le versement mobilité, qui est un impôt sur la masse salariale des entreprises. Le taux maximum, il peut évoluer, mais dans les gros territoires, en gros, c'est 2%. 2% de la masse salariale des entreprises est affectée aux dépenses de mobilité des intercommunalités. Et ça représente un budget hyper important, de l'ordre d'à peu près un peu plus de 50% du budget donc, de fonctionnement des transports en commun. On a une partie billettique qui existe, qui est dans plusieurs réseaux, et qui représente, par exemple en Ile-de-France, aux alentours de 30%, mais dans la majorité des réseaux français, c'est plutôt 15%, 20%, enfin, c'est donc une partie assez faible. C'est-à-dire que si vous achetez un billet de transport en commun qui coûte 2 euros, en fait, il coûte à produire environ 10 euros. Et le reste, donc plus ou moins 30%, c'est les collectivités territoriales qui abondent en finançant via leur budget propre. Il peut y avoir aussi d'autres financements un peu plus marginaux. On a par exemple l'État qui parfois donne des subventions, souvent d'ailleurs plutôt pour la construction de nouveaux modes de transport en commun. On a eu par exemple les trams. À Paris, le Grand Paris Express est beaucoup financé par l'État. Il faut aussi voir qu'il y a des grandes différences entre des réseaux. Donc je l'ai dit, le cas parisien, on a une part de la billettique qui est assez importante. À Lyon aussi, on a une part de la billettique qui est importante. Pourtant, dans plein d'autres réseaux, des plus petits, on a une part de la billetterie qui est très faible. On a des bus qui sont peu utilisés, par exemple, dans des réseaux interurbains, dans des petits territoires. On a certains territoires où aussi on a un versement mobilité qui est hyper important parce qu'on a une grosse activité économique. Je pense à Niort, où on a des sièges d'assurance, des choses comme ça, où on a beaucoup d'activités économiques et on a des versements mobilité importants. Avec le Covid, on a eu une diminution importante de la part de la billettique parce qu'on a eu beaucoup moins d'usagers et d'usagères des transports en commun. L'année 2020,
Parfois, il y a des réseaux qui ont fait tourner des trams ou des choses comme ça pour les soignants, soignantes, les personnes qui devaient encore travailler alors qu'on avait vraiment une baisse de fréquentation hyper importante. Et donc ça a encouragé à venir re-questionner le fait de financer les transports en commun par la billettique vu que les parts étaient si faibles. Et on a aussi eu un contexte un peu nouveau de vouloir, enfin pas nouveau mais accru de se questionner sur le centre-ville. Il y a des politiques qui ont eu peur que les centres-villes perdent un peu de vitesse et on a donc souvent proposé par exemple des gratuités le week-end pour essayer de booster le centre-ville, les commerces du centre-ville. Et le Covid est venu pas mal réinterroger ça. Et puis c'est aussi quelque chose qui concorde avec les élections municipales de 2020. On a tout un tas de villes qui ont passé à des gratuités le week-end depuis. On a par exemple Nantes, on a Bourges qui est aussi maintenant passé à la gratuité totale des transports en commun. Vraiment tout un tas de réseaux. Je crois qu'il y a Rennes aussi, Rouen. Alors il y a plusieurs moyens de le voir, mais le moyen un peu le plus simple, c'est de regarder les groupes d'intérêt du transport. Il y en a plusieurs. Il y a le GART qui regroupe les élus, les fonctionnaires des intercommunalités. Il y a l'UTP qui regroupe donc les opérateurs, la RATP, Transdev, Keolis. On a aussi la FNOT, la Fédération nationale des associations des usagers des transports, qui regroupe plus les usagers. On en a plusieurs, mais en gros, tous, ils sont contre la gratuité dans des modalités un petit peu différentes. Pour ces personnes-là, il y a d'abord un risque de dévalorisation du service public, un risque que le transport soit moins respecté. Et puis il y a aussi des questions de financement. C'est-à-dire que si on avait de l'argent illimité, ils ne seraient pas forcément toujours contre, mais ils se disent que, étant donné qu'on a besoin, surtout pour le moment, d'investir pour augmenter l'offre, pour investir davantage dans les transports en commun, c'est se priver d'une recette qui servirait ailleurs et qui servirait plus durablement. Alors leur façon de penser, elle est aussi liée à ce qu'on appelle la socio-économie des transports, où on s'intéresse à la performance et à l'utilité d'un projet de transport en fonction de sa capacité à augmenter la fréquentation et à faire en sorte que cette augmentation provienne de modes polluants. Donc à faire ce report modal des modes polluants vers des modes plus vertueux écologiquement, le bus, la marche à pied, le vélo. Alors il faut qu'on réfléchisse un peu nous, comment est-ce qu'on choisit quand on prend des transports en commun? En fait, selon la socio-économie des transports, on arbitre pour avoir le choix optimal, le meilleur choix. Et donc on compare le prix et le temps de trajet. Je donne un exemple, si par exemple on veut aller d'un point A à un point B et qu'il nous faut 1 heure en vélo mais que c'est gratuit, ou est-ce qu'il nous faut 30 minutes en transport en commun et que ça nous coûte 2 euros, ou est-ce qu'il nous faut par exemple 15 minutes en voiture et que ça nous en coûte 20. Et en fonction de ça, on arbitre. L'élément un petit peu crucial, c'est qu'il faudrait mettre le temps et le prix du titre sur la même échelle pour pouvoir les comparer. Et donc c'est ce qu'on appelle le coût généralisé. Et ce qu'il en ressort, quand on fait ces différentes études-là, c'est qu'on a une augmentation, certes de la fréquentation, mais qu'elle provient surtout des modes actifs. C'est-à-dire qu'on a une augmentation de fréquentation des transports en commun qui provient surtout de la marche et du vélo et moins de la voiture. Et donc la gratuité totale des transports en commun, elle apparaît pas très pertinente pour répondre aux enjeux écologiques parce que elle en fait prend des modes encore moins polluants qu'elle et puis elle en prend moins des modes plus polluants comme la voiture. C'est un peu un élément qui est mentionné par exemple dans un rapport qui a été produit à Lyon où on investit dans les transports en commun, on adapte la tarification et on met des mesures contre la voiture. Donc en ayant moins de places de parking, en ayant des rues plus étroites, en ayant moins de fils. Ça peut être augmenter la tarification du stationnement centre-ville, faire des parkings relais. Alors c'est pas sans poser des questions parce qu'il y a plein de gens qui sont attachés à la voiture, mais ça oblige aussi à repenser la ville. La majorité des gens qui travaillent dans ces associations sont par exemple des retraités, des personnes qui ont travaillé chez des opérateurs, des fonctionnaires. En fait, c'est des experts du transport et qui mobilisent les mêmes arguments que les personnes dont je vous ai parlé avant, les opérateurs, etc. Malgré tout, il y a quand même quelques associations et des collectifs surtout locaux qui se sont structurés, certes, mais surtout locaux, qui défendent la gratuité totale des transports en commun. Le collectif emblématique, c'est celui de Grenoble. J'ai discuté avec quelqu'un qui me disait c'est comme si on demande à des gens s'ils sont pour l'éternité, ils nous répondront forcément oui. Globalement, il y a différents sondages qui ont été faits, notamment par une mission d'information du Sénat, qui questionnent si les personnes sont contentes ou pas de la gratuité. La majorité des gens sont pour, enfin seraient contentes d'avoir la gratuité, même si elles expriment quand même pas mal de craintes, par exemple avec les incivilités, la question de la sécurité, mais aussi de la qualité du service.
Globalement, lorsqu'on regarde en France, souvent la gratuité a plutôt été associée à une augmentation de l'offre. Souvent, quand on a des gratuités, elles sont d'abord partielles, par exemple le week-end, où de toute façon, en fait, les transports en commun sont assez peu utilisés. Il reste de la place dans les transports, et c'est pas en augmentant la fréquentation qu'on a une dégradation de la qualité de service. Même si, par exemple, Montpellier vient interroger, poser d'autres questions, parce que on a des réseaux qui peuvent parfois être saturés. J'ai l'impression qu'ils essayent d'anticiper pour avoir des bus, par exemple, pour pouvoir essayer d'augmenter temporairement au moins les fréquences, mais c'est des choses qu'on va voir dans les prochains mois. Sur la question des incivilités et de la fraude, en fait, c'est deux éléments qui sont assez intéressants à avoir en tête. D'une part, quand on a des gratuités partielles, donc réservées par exemple seulement le week-end, ou pour les plus jeunes, pour les âgés, les personnes sous des conditions de revenus, on a souvent une augmentation de la fraude, qui peut être liée soit à une mauvaise compréhension du dispositif, soit on essaye de jouer avec le dispositif, le dimanche soir à minuit une ou plus tard, ou voilà, est-ce qu'on est encore sur des transports gratuits le vendredi soir, enfin des choses comme ça. Donc on a une augmentation de la fraude qui souvent se fait surtout dans les premiers temps et qui, grâce à l'intervention des contrôleurs, contrôleuses, des agents comme ça, on arrive à la réduire. Quand on a une gratuité totale, par essence, on a une disparition de la fraude. Si on a une gratuité totale où il ne faut pas valider, bah, on n'a plus de fraude, on n'a plus de personnes qui se trompent. Et il faut aussi dire que cette fraude est quand même l'une des sources des incivilités, la tension que peut créer en fait aussi le contrôle, qui est dans les transports en commun souvent à la base de la majorité des grandes incivilités. Mais le type de transport est aussi un outil pour verbaliser, pour dire à des personnes de descendre du bus. Malheureusement, ou en tout cas fréquemment, les personnes qui dérangent par exemple dans les bus sont des gens qui n'ont pas de titre de transport. Et le conducteur ou la conductrice peut facilement aller voir cette personne, lui demander est-ce que vous avez votre billet. Non, bah sortez. Et donc on règle de manière un peu facile et un peu apaiser des tensions qui peuvent parfois exister, des gens qui dérangent dans le bus. Quand il y a plus ce type de transport, bah, on a plus pouvoir d'action et on est un peu contraint d'utiliser des échelles d'amende plus importantes qui pourraient aussi créer des tensions plus importantes là aussi, même si sur ce qui a été observé par exemple à Dunkerque avec la gratuité totale, il n'y a pas de grosses amendes ou de gros problèmes qui sont apparus. Alors la gratuité totale des transports en commun à Paris, c'est une question qui s'est questionnée surtout aux alentours de 2018-2020, où on a eu Anne Hidalgo qui a mentionné la gratuité comme une idée qui pourrait être intéressante. Elle est allée voir à Dunkerque ce qui se passait. Elle a commandé un rapport là-dessus, et puis Valérie Pécresse, donc, qui, elle, dirige et organise les transports en commun en Ile-de-France avec Ile-de-France Mobilité, a elle aussi commandé un rapport. Ces deux rapports sont sortis en gros fin 2018, début 2019, et ont tous les deux conclu que c'était pas quelque chose de pertinent. Qu'est-ce que disent en gros ces rapports? C'est que bon, il y a une masse importante quand même de finances qui sont liées à la tarification, hein, de l'ordre de 30% en Ile-de-France. Et on a aussi des transports en commun qui sont saturés. Et si on fait venir d'autres personnes, quand on a des transports en commun qui sont déjà pleins, bah voilà, ça pose des questions. Et donc les rapports ont conclu que la tarification permettait de faire des investissements, permettait d'améliorer le réseau, ce qui était plus pertinent que cette gratuité. Donc on va voir ce qu'il en est à Paris. En tout cas, c'est un des exemples clés de la réponse par l'expertise face à cette mesure-là. Une hypothèse qui est classiquement mentionnée, c'est qu'on aurait un couplage plus évident avec des enjeux écologiques. On a le désenchantement de la vie politique, où on est contraint d'aller sur des mesures plus clivantes, plus novatrices, bouleversantes, pour tenter de convaincre les gens. Des contraintes de plus en plus importantes, elles aussi, sur la voiture, avec une tarification de l'essence qui augmente beaucoup, les ZFE, donc les zones à faible émission en centre-ville des grandes métropoles. La plupart des véhicules polluants n'ont pas plus accès ou ne vont plus avoir accès. On me pose souvent la question, est-ce que je suis pour la gratuité? Bon, j'essaie de ne pas répondre. Dans mon travail, même si je me concentre beaucoup sur la gratuité et que, comme je l'ai fait là, j'essaye de relayer ce que pensent les uns les autres, je me cantonne vraiment pour, et puis peut-être que je l'ai fait sans le faire exprès justement aujourd'hui, mais ne pas donner mon avis parce que je trouve que c'est pas intéressant. Et puis surtout, moi je m'intéresse pas à savoir si c'est bien ou pas bien, mais je regarde comment les gens mobilisent cette mesure-là. Merci. Abonnez-vous ici là.